nous essayons de faire un petit bilan, 40 ans d'une coopération monétaire entre 14 pays d'Afrique francophone et la France. Quel bilan peut-on tirer de ces 40 ans de coopération monétaire, mais plutôt de plus de 40 ans d'existence du franc CFA dans sa forme actuelle? Bon, vous avez bien raison de parler de bilan. Et moi, j'ai un vrai problème avec la date que vous donnez. La date de 1972, qui est une date anniversaire, rappelle bien sûr l'histoire de la zone franc. Mais si on remonte avant, donc la période que j'appellerais moi post-coloniale, voire coloniale, vous savez qu'on remonte à 1853. 1853, quand on a créé ce que j'appelle moi la banque de la zone franc, qui s'appelait à l'époque la Banque du Sénégal, et qui a été créée avec la vente des esclaves africains, et ces propriétaires d'esclaves africains, qui donc ont vendu les esclaves à l'État français, que l'État français a refusé de payer cash, et a transformé cette créance en valeur qui a constitué le capital de la Banque du Sénégal. Donc, cette histoire de franc CFA, de zone franc, il faut que nous remontons bien dans l'histoire. On ne peut pas, pour des raisons d'anniversaire, gommer ce passé-là. Il y a une deuxième étape très importante, c'était après la guerre, le franc CFA est reposé sur les mêmes relations qu'il y avait, d'inégalité d'ailleurs, entre l'Allemagne et la France, à la période du nazisme, c'est-à-dire qu'on voulait en fait faire payer à l'Allemagne à l'époque des frais. Donc, c'est l'Allemagne, qui dirigeait à ce moment, qui voulait payer à la France par contre des frais, et la France a pris ce modèle. C'est ce modèle qui a été recopié pour la zone franc. Donc, nous payons en fait, entre guillemets, une dette, qui d'ailleurs s'explique par cet argent que nous mettons, une partie de notre richesse, sur le compte d'opération. Nous irons dans le détail tout à l'heure. Alors, cela étant dit, la date qui a été retenue, c'est beaucoup plus d'abord pour faire oublier ce passé historique, mais surtout pour faire croire que les relations sont, entre guillemets, normalisées. Elles ne le sont pas. Mais le problème, c'est pas la dénomination CFA ou la nature de la monnaie qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont les conditions dans lesquelles nous continuons donc de nous arrimer avec la France. Et mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu prends par exemple l'aspect des réserves, c'est-à-dire que la quantité de monnaie aujourd'hui qui circule dans nos zones, il y a au moins 50% de cette même quantité de monnaie qui est quelque part gardée, nous dit-on, mettez gardée entre guillemets. Justement, sur cette condition, les 50% des réserves gardées, est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche les États membres de... Voilà. Non, c'est une obligation. En fait, le contrat de l'arrimage, c'est en 2 points. Le premier point, c'est de nous dire que oui, si nous fixons sur l'euro et qu'ils gardent donc la parité, c'est qu'ils vont nous garantir la convertibilité et donc la stabilité de la monnaie. 1, stabilité. Mais en 2, ils nous disent convertibilité illimitée. Mais pour cela, il nous faut garder vos 50%. Donc, la réserve des 50% s'explique par une condition qui est la convertibilité illimitée. C'est ça le problème. Maintenant, économiquement parlant, ces 50%, personne ne peut te dire aujourd'hui combien nous avons réservé. Et ça, je le dis, personne n'a le montant réel. Donc, si on ne connaît même pas, nos avoirs extérieurs, alors que nous sommes dans des besoins où aujourd'hui la Banque mondiale vient nous donner de l'argent avec des taux d'intérêt. Et cet argent-là, les Africains ne peuvent pas en user aujourd'hui. Mais vous croyez que la Banque de France va garder ça dans des coffres-là de façon oisive? C'est-à-dire que donc cette Banque de France peut l'utiliser pour la France et pour les pays européens. Et nous, Africains, on va emprunter ailleurs. Si seulement maintenant cette réserve même pouvait être une caisse d'emprunt, on ne va pas se plaindre. On peut nous prêter à partir de nos propres réserves pour peut-être un taux d'intérêt extrêmement faible. Je rappelle que quand il s'agit de régler le problème de la crise américaine, mais ce sont les réserves chinoises, 2000 milliards de dollars, qu'on a levés pour aller financer là-bas. Et nous, quand nous sommes en crise,
est-ce qu'on va lever nos réserves là pour venir nous aider? On va nous demander d'aller à des banques et emprunter à des taux que vous connaissez. Alors, Yves Amaïzo, cette question, si aujourd'hui les États de la zone CFA disent, voilà, on ne va plus verser ces 50% de réserves, qu'est-ce qui va se passer? À votre question. Ce que vous venez de dire est une décision politique. C'est-à-dire que la plupart, sinon tous, de la zone franc se lèvent d'un commun accord, et concrètement expulsent la France du conseil d'administration de la zone franc. Ce que vous venez de dire, c'est à ça que ça signifie. Attention, quand vous dites ça, et que vous dites que celui qui n'est pas de la zone africaine, donc la France, quitte cela, tout ce que vient de dire mon collègue en termes d'accord, en fait, qu'on a signé, devra sauter. Oui. Alors attention, nous sommes ici entre économistes, mais la réalité, et là je dois absolument compléter, c'est qu'il ne s'agit pas que d'obligations monétaires ou financières dans le cadre économique. Savez-vous, et vous le savez pertinemment d'ailleurs, qu'il y a aussi des accords secrets militaires. Il y a des accords secrets de maintien au pouvoir des dirigeants africains. Ouais. Donc c'est un ensemble de choses dont certaines sont complètement secrètes et qu'on nous dit tous les jours qu'elles vont être améliorées, changées. Sous le règne de M. Sarkozy, président français, ces accords secrets de défense devaient être améliorés, mais on ne sait toujours pas le contenu au fond. Il y a eu quelques petits arrangements, bon, un certain nombre sont partis à Dakar ou à Abidjan, mais sur le fond, cet accord semble rester. D'où le fait que cette France, dès que des élections frauduleuses ont lieu, ce sont ces présidents français qui, les premiers, disent qu'elles sont acceptables. Donc vous voyez qu'il ne faut pas rester seulement au niveau économique. Alors, attendez, il y a un deuxième point dans votre question. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer aussi qu'il faut faire attention que ces gens que vous voulez qui disent non ou qui refusent la France, il faut aussi qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils soient indépendants. Mais malheureusement, à cause de ces différents accords dont je vous parle, il se trouve que ces individus, pour la plupart, qui dirigent nos pays francophones, ne sont pas toujours des gens complètement indépendants. Ils sont eux-mêmes sous conditionnalité, ne serait-ce que pour rester au pouvoir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas des gens qui parlent au nom du peuple africain, au nom de ce peuple africain qui souhaiterait quitter et avoir sa monnaie autonome et avancer. Donc nous avons affaire à des préfets ou des sous-préfets, ou en tout cas des individus qui pour la plupart, en fait, sont des gens qui vont d'abord répondre aux demandes de la France, et essentiellement d'ailleurs ceux de la Banque centrale. Et c'est ça le problème de fond. Alors nous continuons en fait à nous mystifier en faisant croire que parce qu'on est noir, parce qu'on est africain, c'est nous qui décidons. Mais en réalité, si vous mettez dans la chaîne décisionnelle des individus qui, au fond, répondent d'abord à Paris avant de répondre aux intérêts des populations, vous voyez bien que le schéma ne peut pas fonctionner. Alors, Yves Amaïzo, je suppose que la France ne fait pas tout cela par philanthropie. Alors, qu'est-ce que la France gagne dans ces accords-là en portant à bras-le-corps 14 pays africains? Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette affaire-là? Rajoutez-y le Comore, parce que le Comore a une autre, a une autre parité. Mais qu'est-ce qu'elle gagne? Je vous ai dit encore une fois, pour bien comprendre ce problème du franc CFA, il faut qu'on voit de manière globale. Un pays comme la France, j'ai fait 20 ans aux Nations Unies, je peux vous l'expliquer. Quand un pays en France vient aux Nations Unies pour poser, bien sûr qu'elle a le droit de veto, mais qu'elle pose une position, quelle qu'elle soit, il lui faut des partenaires. Et des partenaires qui votent automatiquement ce que vote la France. Donc voilà déjà un premier avantage. Puisque nous sommes dépendants de ce système et que les dirigeants sont dépendants et l'acceptent, parce que c'est aussi ça le problème, alors automatiquement, vous n'allez jamais voir un ambassadeur français ou le gouvernement français, africain, francophone, voter contre la France aux Nations Unies. Alors attention, ça va très loin. Ça veut dire que si une France décide d'aller faire la guerre à gauche et à droite dans le monde et que vous demande de le soutenir ou de l'aider, vous serez bien obligé de contribuer. Comme par hasard, où vous allez contribuer, mais sur ces réserves qui sont chez eux. Et ces réserves-là, vous n'y avez même pratiquement pas accès, puisque 50% sont bloqués. Je vous rappelle d'ailleurs que c'était bien plus élevé avant, on était près des 100%, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Bon. Deuxièmement, si ça avait si bien marché que ça, si la stabilité avait si marché bien que ça, on n'aurait jamais eu de dévaluation. C'était le fondement même du système, c'est qu'il n'y ait pas d'évaluation. Pourtant, vous savez comme moi qu'il y a eu cette dévaluation et que des rumeurs courent encore qu'il va y en avoir d'autres, peut-être même de manière séparée, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest.
Donc voilà le premier point. Le deuxième élément, c'est que la France, sa gestion elle-même ne fonctionne pas. Ils vont rentrer en récession, peut-être même ce trimestre-ci, peut-être même, et certainement reconfirmé au début de 2013. Ça veut dire quoi quand M. Hollande parle à Kinshasa qu'il faut la solidarité? Il parle de francophonie économique. Mais allez voir bien dans le détail. Il est en train de nous dire qu'écoutez les amis, si moi, France, j'ai des problèmes assez sérieux, je vous ai quand même soutenu pour votre parité, etc. Donc il est temps maintenant que je décide, je dis bien la France, de prendre sur vos réserves à vous pour essayer d'arranger un peu les difficultés françaises. C'est cela que ça veut dire. Et donc je partage ce que dit mon collègue quand il dit que oui, tous les pays ne peuvent pas toujours être bénéficiaires et créanciers dans les activités. Donc il y a des déficits ici et là. Mais il faut que ça puisse se compenser. Vous savez que je suis expert pour l'Union africaine pour la création du Fonds monétaire africain. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une structure, c'est un pot commun, c'est une tontine dans laquelle nous mettons en quoi? Des réserves. Nous mettons de l'argent pour que quand l'un des 15 pays a une difficulté quelconque, bon, écoutez, on peut essayer de l'aider. Ce n'est pas plus que ce que vient de dire mon collègue. Ces fonds qui sont au niveau de la France peuvent servir à cela. D'ailleurs, c'est ce qu'il propose dans sa réforme. Bien sûr, moi, je vous demande d'aller beaucoup plus loin. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous levons, nous allons voir le Fonds monétaire international, qui a toutes les conditionnalités du consensus de Washington que vous connaissez. Et qui, en fin de parcours, c'est pour résumer, finit par nous dire de privatiser pratiquement tout, et tout ce qui rapporte d'ailleurs de l'argent. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui est notre propriété africaine, nous le transférons, en fait, non plus au secteur public, mais au secteur privé. Ce sont les grands investisseurs de ces pays qui viennent reprendre la plupart de nos biens de production. Mais laissons ça de côté. Revenons à votre question de fond. C'est-à-dire qu'on a un gros problème où nous ne pouvons pas nous-mêmes nous aider. Et le problème maintenant, ce que j'appelle le maillage décisionnel, vous avez des individus qui sont dans toute la chaîne de décision, que ce soit au niveau des banques centrales, que ce soit au niveau des institutions monétaires, que ce soit au niveau du Trésor. Les formations, ils se font au niveau de l'Agence française de développement, ils se font au niveau du Trésor français. Les douanes, c'est la même chose. Donc tout cet environnement-là ne pense que franc CFA. Mais le franc, il n'existe plus. Donc nous sommes une monnaie même pas fantôme, même pas une monnaie de singe. Nous n'existons pas. Nous sommes dans l'euro et nous faisons même pas, je crois, 2% de la masse monétaire européenne. Ça, on n'est rien du tout en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous travaillons, nous suons pour finalement mettre ça à la disposition de la France. Tel qu'on l'avait fait au moment des guerres, où nous avons pris nos tirailleurs africains pour les mettre à disposition pour aller faire la guerre. Mais en retour, ils n'ont pas payé les salaires, ils n'ont pas payé les retraites. C'est ça le problème de fond. On ne comprend pas pourquoi l'Africain en général, collectivement, décisionnellement, n'arrive pas à prendre la décision d'abord de s'organiser de manière autonome. Et pour le faire, il faut faire le fonds monétaire. Il faut créer un fonds où nous puissions nous aider mutuellement. C'est un fonds d'assurance. C'est un fonds où, quand il y a un coup dur, quel que soit ce coup-là, nous pouvons nous parler entre nous, nous comprendre et nous faire des prêts à des conditions acceptables de remboursement. Pas à des conditions où demain, je vais transférer une partie de ma propriété vers d'autres. Et c'est dans ce transfert, d'ailleurs, que la corruption entre en jeu. C'est dans ce transfert que un certain nombre de chefs d'État accumulent de l'argent pour financer des militaires, pour rester au pouvoir ou trafiquer des urnes, d'où la contre-vérité des urnes, et donc des gens qui ne représentent pas les peuples. Donc il y a une dichotomie, une défiance totale entre ceux qui nous dirigent en termes de gouvernance et les populations elles-mêmes. Malheureusement, nous mettons tout sous le chapeau de l'Occident ou de la France. C'est qui une grosse erreur. Il y a un vrai problème avec le franc CFA et la France, parce qu'en fait ce n'est qu'un chèque que la France nous ouvre. Parce que nous ne sommes pas convertis au fond. Venez ici en Autriche où j'habite, venez avec le franc CFA, on ne vous connaît pas. Quand j'envoie de l'argent par mon compte IBAN vers Paris, de Vienne à Paris, c'est gratuit. Nous sommes dans la même zone. Quand je dois l'envoyer à Dakar ou à Lomé ou à Ouaga, il faudrait que ce soit gratuit puisqu'on est dans la même zone. On dépend du Trésor français. Mais savez-vous, et vous le savez bien comme moi, il faut payer. Il faut passer par les grandes structures, la Western Union et d'autres, qui vous prennent beaucoup d'argent, jusqu'à 30% parfois. C'est vos épargnes. La diaspora, d'ailleurs, perd jusqu'à 30% à cause de ces transferts-là, alors qu'on est dans une zone qui est la même. Donc, c'est une discrimination fondamentale. Je ne sais pas pourquoi les avocats africains dans le domaine monétaire ne se sont pas encore réunis. C'est l'Union africaine même qui devrait se lever pour cela, porter plainte au niveau des grandes organisations juridiques internationales, notamment européennes, pour attaquer la France, parce que c'est une discrimination que quand nous envoyons de l'argent qui est notre épargne vers l'Afrique, nous devons payer là-dessus. Nous sommes dans la même zone. Malheureusement, dans le sens inverse, il n'y a rien. C'est ça l'évasion fiscale. C'est ça l'évasion dont parlait mon collègue tout à l'heure. À quoi servent
nos deux banques centrales, BRC et BCEAO? À rien du tout, si ce n'est à écouter la Banque européenne qui décide. Ces banques ne décident pas. Et donc, c'est pourquoi je disais tantôt que ce ne sont pas seulement les chefs d'État qui sont visés. C'est un ensemble d'administrateurs qui ont des privilèges et qui ne parleront jamais de se départir de ces conditionnalités-là. En fait, c'est le développement de l'Afrique qui est plombé. Tant que nous sommes dans cette logique de lien absolu avec la France, nous ne pourrons jamais prendre en main notre développement. Ça, les chefs d'État le savent plus que moi, mais ils ne sont pas libres. Ce sont des gens qui ont été installés par la France et donc tous chantent un peu, voilà quoi, la même chanson. On va voir, mais je ne crois pas que cette question-là soit réglée les prochaines années-là. Ce sera très difficile. Yves Maïzo, vous parliez tout à l'heure des problèmes de transfert par rapport au CFA. Il y a aussi ce paradoxe qui fait que, par exemple, même dans la zone CFA, je vais à Yaoundé avec de l'argent du CFA de la BCEAO, j'ai des problèmes. Absolument. Alors qu'on est dans la même zone. Absolument. Ce n'est pas normal. Absolument. Alors ça, c'est un bon point que vous posez. Bon, répondons comme ça. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que tout ça, c'est historique. Ça vient depuis la banque coloniale. À l'époque, il n'y avait pas de séparation, en fait. Ils appelaient ça l'Afrique coloniale, tout simplement, francophone. Mais ils se sont aperçus que si on laissait le système s'organiser de cette forme-là, justement, rapidement, la plupart des dirigeants de ces différents pays, à l'époque coloniale, allaient trouver une forme d'unité parce que ça allait emporter le franc CFA avec la décolonisation. D'où l'importance de recouper Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, voire Comores. Et les deux, en fait, sur papier, sont la même zone. En réalité, pour eux, c'est séparé. C'est pour ça, vous devez payer des commissions pas possibles, passer du franc CFA ouest vers central ou vice-versa, dont généralement vous le gardez. Ce qui veut dire concrètement que, sur le niveau des intentions françaises, il n'est pas question que les deux zones commercent entre elles. C'est très très grave. Et aucun de nos chefs d'État n'est conscient de ça, en tout cas francophone. Deuxième problème beaucoup plus grave, alors pour pas qu'on tombe dans le piège juridique comme quoi c'est impossible, on vous dit que c'est possible. Mais oui, mais il y a des commissions qui viennent dessus, très élevées. Donc c'est le marché noir qui permet de faire les échanges. Il y a un autre élément que personne n'avait soupçonné, c'est qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest qui se portait bien. Et donc, l'Afrique de l'Ouest, entre guillemets, bon, s'organisait avec la France pratiquement en ce que je pourrais appeler bilatéral. Mais ça s'est inversé aujourd'hui. Entre guerre, difficultés, mauvaise gestion, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est mal positionnée aujourd'hui, et c'est l'Afrique centrale, grâce au pétrole, qui s'en sort. Ils sont tous pétroliers pratiquement là-bas. Donc, du coup, je peux vous donner des chiffres pour 2010. Le sol budgétaire pour l'Afrique la centrale CEMAC est de 3,8% du produit intérieur brut. Donc, largement positif. Alors que l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, mais nous sommes négatifs. Exactement le contraire. Moins 3,8%. Ça veut dire quoi concrètement? Le Comore est à 1,5. Ça veut dire quoi concrètement? Que, au fond, la France qui ne veut jamais payer va dire, écoutez, vous, l'Afrique de l'Ouest, si vous gérez si mal que ça, moi je ne paye pas, vous allez demander à vos collègues de l'Afrique centrale de payer pour vous. C'est pour ça que l'idée est venue même d'essayer de dévaluer la partie qui ne fonctionne pas bien, la partie de l'Ouest, et voire même de réévaluer la partie qui fonctionnait. Ça a été rejeté catégoriquement pour la plupart des chefs d'État. Donc on est resté dans la situation actuellement où rien ne bouge, et au fond, qu'est-ce qui arrive? La France ne voulant toujours pas payer. Écoutez les amis, on va remettre tout ceci dans le même paquet. Donc ça revient à votre question, c'est-à-dire on veut faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule zone et faire croire que c'est une évolution alors que ça existait depuis le temps. Sauf que ça peut devenir beaucoup plus dangereux parce que si les deux zones commencent à mieux se connaître, s'ils arrivent à aller vers des meilleures convergences, c'est-à-dire qu'ils gèrent mieux leurs économies, et oui, ils auront plus en position de pouvoir dire non et donc de quitter la zone. Mais, encore une fois, vous avez affaire à des individus qui sont soit payés carrément par la France, pour le dire la vérité. Il y a des gouverneurs de banques centrales, on ne les citera pas. Écoutez, ils sont carrément payés par le Fonds monétaire international. Ça, il ne peut pas le nier, on a des preuves. Et donc, ils répondent d'abord au Fonds monétaire international, même pas à la France d'ailleurs.
Il y en a d'autres qui sont carrément par la France. Tout ça, vous savez, c'est très bien fait. Assistance technique, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, pourquoi? On a dit tout à l'heure que ça ne servait à rien, la Banque centrale. Je vais revenir sur ce point-là. Mais attendez, si vous voulez qu'un enfant vous obéisse, il va falloir l'éduquer. Donc, quand on vous envoie et on vous promet que vous serez ministre des Finances dans 20 ou 30 ans, et que vous commencez par la Banque centrale, et qu'on vous massacre là-bas régulièrement, vous ne pouvez pas dire la vérité, vous ne pouvez pas dire les informations telles qu'elles sortent proprement, vous avez toujours du retard au niveau de vos statistiques. C'est vous qui souvent décidez indirectement sur le choix des ministres des Finances. Mais écoutez, au bout d'une quinzaine, vingtaine d'années, mais vous êtes un produit bien moulé pour pouvoir fonctionner tel que le veut la France. Et c'est comme ça que ces gens, après d'ailleurs, sortent de là et essaient même de diriger les États. Et ça ne passe plus aujourd'hui. Mais avant, c'était souvent le cas. Au pire, ils étaient ministres des Finances. Et nous n'avons pas l'air de nous rendre compte de tout cela. C'est ce système unique, faux, non démocratique, sur lequel repose ce franc CFA et toute la zone. C'est pour ça que quand les gens parlent de monnaie, je dis, écoutez, vous voyez le problème beaucoup plus large. C'est une vraie dépendance. Le mot colonial n'a plus de sens aujourd'hui, ou même post-colonial. C'est beaucoup plus grave que ça. Nous sommes carrément devenus des structures d'ajustement des économies occidentales, et là particulièrement de la France. Et la France n'est pas prête d'oublier ça. Alors c'est très facile quand Mme Lagarde dit, écoutez, prenez vos responsabilités. Elle a beau jeu de le dire, parce qu'elle a un gros problème. Quand elle vient dans nos pays, je viens de suivre exactement ce qui s'est passé au Togo, je peux vous le dire. Le Togo a 4,5 à 5% de croissance. Mais là, un déficit qui est à moins 9, je vous dis, % du produit intérieur brut. C'est-à-dire que la Grèce, vous savez ce qui se passe là-bas, ils sont à moins 6, moins 7. Imaginez le Togo est à moins 9. Et le rapport du FMI nous dit, tout va bien au Togo. Comment on peut accepter des choses comme ça? Donc, c'est une sorte de structures qui sont là pour vous laisser vous endetter, laisser mal gouverner, que j'appelle donc des gens qui vous laissent faire, ce sont les pyromanes, ils laissent le feu brûler, et quand ça chauffe, alors ils viennent avec le seau d'eau ou avec la lance d'eau, et ils vous disent qu'ils sont des pompiers. Mais attention à quel taux d'intérêt, attention à quelle conditionnalité. Et c'est là que vous perdez, c'est là que vous vendez vos biens, c'est là que vous les rejetez dans leurs mains. Bien sûr, c'est pas eux physiquement, c'est leurs entreprises multinationales qui ne sont pas compétitives chez eux, que les Chinois sont en train de mettre dehors de l'Afrique, et qu'ils viennent maintenant prendre possession de vos biens en vous disant que pour tout ce qui est des charges, vous les gardez, vous l'État, donc on récupère ces dettes-là, et eux, ils récupèrent des banques, ils récupèrent des ports, ils récupèrent l'eau, l'électricité, etc., pratiquement gratuitement. C'est inacceptable, en vous empêchant de faire l'appel d'offres, d'ailleurs, pour choisir le meilleur des candidats le moins cher. Merci Yves Amaïso, on reviendra à vous. Et est-ce que les pays de la zone CFA seraient mieux lotis qu'aujourd'hui? Est-ce qu'ils seraient mieux développés qu'ils ne sont aujourd'hui s'ils n'étaient pas dans ce type de coopération monétaire avec la France? La réponse, elle est difficile. Ce que je peux vous dire, c'est des cas concrets. Et ça revient à la question précédente. Moi, je vois quand même une petite différence entre le fait que l'argent aille au Trésor français et pas à la Banque française, à la Banque de France en tant que telle. Pourquoi? Si c'était une banque, la Banque de France, ça veut dire qu'elle va appliquer 150% les règles de la Banque centrale européenne puisqu'ils sont dans l'euro. Et dans ce cas particulier, ça veut dire qu'on pourra, si la Banque centrale l'accepte, européenne donc, avoir des prêts et les rembourser, entre guillemets, sans trop de conditionnalité. En réalité, nous n'allons pas là-bas, nous allons au Trésor français. C'est-à-dire que nous faisons rentrer de la politique dans cette histoire. L'État français, politique, va influencer la gestion de cet argent, 50% donc, que nous déposons là-bas. Ce qui veut dire qu'on nous fait un chèque en blanc, puisqu'il dit que c'est illimité. Chèque en blanc, si vous respectez mes conditionnalités. Donc, ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'on passe par le Trésor français. Donc, il faut tout faire pour sortir du compte d'opération et donc du Trésor français. Maintenant, sur la deuxième question que vous dites, je vous donne l'exemple du Ghana. Je me rappelle très bien dans les années 65, tout le monde quittait le Ghana pour aller chercher un certain nombre de choses, de produits au Togo. Utiliser le franc CFA. Le Togo marchait mieux, le franc CFA était stable, etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le contraire, c'est vraiment du jour et la nuit. L'ensemble des routes ghanéennes sont goudronnées. Quand vous faites une maison quelque part, même loin de la ville, l'État ou la ville du Ghana, le maire donc, va vous tirer l'électricité et va vous tirer la route goudronnée, va vous tirer de l'eau et va vous tirer un certain nombre de facilités d'accès, par exemple, aux soins de santé. Vous n'avez pas ça dans les pays francophones. Je ne parle même pas de tout le système de vote et de conception du vote et de la vérité des urnes qui a fait qu'au Ghana, même quand les choses se sont mal passées dans l'avant-dernier, mais écoutez, le dirigeant a accepté que quelqu'un d'autre gère le pays parce qu'il n'y a pas la chasse aux sorcières, ce qui n'est pas le cas dans les pays francophones. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble de choses
qui aurait changé? Et donc, pour répondre à votre question, je pense sincèrement que oui, s'il n'y avait pas eu la France, ça aurait fait deux choses. La première, ça aurait rendu responsables les dirigeants africains. Vraisemblablement, d'ailleurs, certains auraient vraiment coulé, donc auraient mis les États défaillants, mais d'autres auraient géré beaucoup mieux, comme le Ghana. Et quelles que soient les dévaluations successives, elles auraient été maudites parce que ces pays ayant appris à mieux se contrôler, à gérer, mais ils vont remonter la pente. C'est qui est le cas du Ghana aujourd'hui. Il suffit de regarder le nombre d'investisseurs qui va au Ghana et le nombre qui va en Côte d'Ivoire ou au Togo. Il n'y a personne dans ces pays-là, francophones. Voilà. Alors, Maïssa Babou, alors, il y a de plus en plus de projets où on parle en tout cas avec beaucoup de fréquence d'une monnaie unique à l'espace CEDEAO. Est-ce que si cela se concrétise, on se dirige inexorablement vers une rupture certaine entre la France et ses anciennes colonies, en tout cas sur le plan monétaire? Oui, mais rupture sur le plan monétaire, ça ne veut pas dire rupture sur le plan diplomatique, sur le plan de développement même. Nous allons continuer d'entendre des relations. Oui, mais je veux parler de cette coopération monétaire qui aujourd'hui est de plus en plus décriée. Décriée par tous ceux qui sont responsables. Décriée, il faut se démettre de cette forme de colonisation-là. J'ai dit, je répète, ce qu'ils nous garantissent là n'est pas le plus important. La stabilité. Donc il nous faut absolument nous départir de cette forme de colonisation-là. Avoir dans la zone, nous sommes aux 14 pays quand même, 8 et 6. 8 pays dans l'UEMOA, 6 pays dans ce qu'on appelle CEMAC. Mais 14 pays pour une monnaie, mais je crois que nous pouvons être dans le développement que nous voulons. Vous voyez la question de tout à l'heure là, est-ce que s'il n'y avait pas? Bon, je ne sais pas, il a raison, il y a des pays qui auraient coulé, je suis d'accord, mais il y a d'autres pays qui se seraient peut-être mieux comportés. En utilisant la monnaie comme un levier, des pays se seraient mieux sortis. C'est ça la responsabilité du développement. C'est ça, en fait, pour l'homme politique, l'instrument qui lui permet souvent de s'en sortir. Si la France avait des problèmes sous les Sarkozy là, mais c'est parce que là aussi il y a des normes. On a tellement régenté les choses que la France elle-même n'était plus libre dans sa zone. Mais les Américains sont tellement libres qu'ils sont prêts à aller à 0 franc, souvent. Dans avec la réserve fédérale. Je voulais ajouter un petit mot, si vous permettez, pour la dévaluation. Il faut faire attention. Quoi qu'on puisse dire, la dévaluation ne peut pas être très favorable pour ces pays-là. Vous savez pourquoi? Quand on dévalue très souvent, c'est parce qu'on a à exporter. On a vraiment à vendre. Nous, Africains, soyons sérieux. On n'a rien à exporter. Si ce n'est un phosphate ici, un peu de coton là-bas, et de façon brute. Ce sont des matières premières. Ce ne sont même pas des produits transformés. Ça veut dire que ça coûte absolument rien du tout. Et que, pour vivre, ou survivre plutôt, parce qu'on ne fait que survivre, nous sommes obligés de tout importer. Tant que nous restons dans cette logique commerciale-là, enfin, logique... Nous avons de plus en plus des pays pétroliers. Oui, mais le pétrole est brut. C'est-à-dire que ce sont des matières brutes. Il y a le pétrole, ils ne sont pas nombreux. Il y a le pétrole, il y a l'arachide, bon, ce n'est plus ça, le coton, le phosphate ici, un peu de fer, etc. Je dis, si seulement on ne compte que sur ces quelques exportations-là, mais qu'on doit importer même le lait que mon bébé prend, je dis que cette logique-là ne favorise aucune dévaluation. Je vais accorder le dernier mot à Yvan Maïzo très rapidement, mais ce message Facebook que je vais lire aussi très rapidement. Ahmad Saïd Sangaré de Bamako, le franc CFA durant 40 ans a été une machine destructrice que le gouvernement français a utilisée pour appauvrir l'espace monétaire, et donc pour lui le franc CFA n'a plus sa raison d'être et il faut mettre sur pied le Fonds monétaire africain pour gérer. Alors, Yvan Maïzo, est-ce qu'une monnaie unique à l'espace CEDEAO, par exemple, pourrait déjà être une partie de la solution? La réponse est oui. Alors attention, moi je parle de monnaie commune. Bien sûr. Attention, Bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller mettre une monnaie franc CFA rebaptisée entre des francophones. Attention.
C'est pourquoi je parle de l'espace CEDEAO, c'est-à-dire où il y a... Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je préfère le mot commune. C'est une mot commune parce que derrière, il y a la discipline monétaire. On ne peut pas maintenant se mettre dans la CEDEAO et puis que le grand Nigeria se lève et donne des ordres à Dakar ou à Lomé. Ça, c'est inacceptable. Attention, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de chefs d'État disent, écoutez, si c'est pour avoir le Nigeria qui me dirige, parce que ils ont un paquet d'argent et des possibilités, je préfère aller au Fonds monétaire international. Donc, ils n'arrivent pas à avoir d'unité. Mais en réalité, c'est une mauvaise discipline monétaire. C'est-à-dire qu'il faut que le Nigeria lui-même s'organise pour ne pas avoir ces déficits. Alors, bien sûr, comme le pétrole rentre à flot, comme il a dit mon collègue, il n'y a pas de transformation, alors il joue là-dessus. Alors, il y a un deuxième point que je veux rajouter, que je préfère utiliser comme conclusion. Le franc CFA, la zone franc, a un défaut majeur et qu'il faut que tout le monde retienne ça. C'est une zone, un franc qui a empêché, qui a détruit l'industrialisation des pays francophones. Il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de modification de la matière brute vers autre chose. On ne mange toujours pas des chocolats, on a toujours le cacao. On vient de nous mettre une taxe sur l'huile de palme en disant que l'huile de palme est mauvaise alors que nos ancêtres et nos ancêtres ont mangé ça et on est tous vivants. Il faut arrêter, il faut organiser nos propres normes. Et pour le faire, c'est la monnaie qui le permet. Ils ont détruit l'industrialisation. Pire, ils essaient de le remplacer maintenant parce que comme nous sommes, entre guillemets, dit-il, incapables, que eux vont utiliser nos industries pour prendre l'argent de cette industrialisation pour monter vers eux. C'est inacceptable. Voilà, ce sera votre dernier mot, Yves Amaezo. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci.